Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Dans cette vidéo, on va parler de rameur. On va voir ensemble la bonne technique pour ramer sur un rameur d'intérieur, un rameur type Concept 2. On va voir ensemble les erreurs les plus courantes des crossfitters lorsqu'on fait du rameur, quelles sont les erreurs qu'on voit très régulièrement. On va voir aussi évidemment, si on voit l'erreur, on va voir comment la corriger. Et on va aussi parler un petit peu des réglages du rameur, voir un peu à quoi servent tous ces boutons, tous ces petits gadgets qui sont autour du rameur pour pouvoir l'utiliser correctement. Comment régler les sangles, comment régler le facteur d'intensité, etc., etc. Petit disclaimer, je ne suis pas un expert de l'aviron, donc les réglages qu'on va voir sont quelque chose d'assez sommaire. Si vous voulez pousser plus loin, je vous invite à vous rapprocher de personnes qui sont un peu plus expérimentées de ce côté-là. Mais on va voir quand même les réglages les plus sommaires que vous allez utiliser pour la plupart de vos WOD, pour les séances de fractionnés, pour faire la différence entre un effort long et intense, entre un effort long et modérément intense, pardon, ou entre un effort court, intense, type fractionné sur des petites distances. On va voir tout ça ensemble. Ok, donc sur les réglages du rameur, le premier réglage qu'on va voir, c'est évidemment la roue. Donc c'est le facteur de résistance qu'on appelle aussi drag factor, vu qu'en CrossFit on a tendance à parler beaucoup anglais. Donc vous avez une petite molette là qui permet de régler tout simplement en fait la quantité d'air qui va rentrer dans votre roue. Donc le rameur c'est une roue à air et plus il y a d'air dans cette roue, plus vous allez avoir de résistance lorsque vous allez tirer, tout simplement. Donc ce facteur-là, il est là pour définir la résistance que vous allez rencontrer lorsque vous allez ramer, tout simplement. Est-ce que vous allez avoir l'impression de tirer 100 kg ou est-ce que vous allez avoir l'impression de tirer 20 kg? Donc c'est une erreur très courante que je vois en CrossFit, c'est qu'on rame ici à peu près 99,9% du temps. Voilà. Après tout, c'est pas mal, hein, ça vous évite de régler. Concrètement, ce facteur-là, c'est un facteur qui est là généralement pour travailler en puissance, en force, mais pas du tout en cardio. Il y a beaucoup trop de résistance pour pouvoir avoir un rythme soutenu. Alors évidemment, les athlètes les plus forts arriveront à avoir un bon rythme là-dessus, ou alors l'utiliseront pour des intervalles courts, type 200-300 mètres par exemple. Mais dès lors qu'on veut faire une performance, qu'on veut avoir un bon rythme, c'est une résistance qui est beaucoup trop élevée. Pour la plupart des crossfitters, il faudrait plutôt se retrouver à ce niveau-là pour les mecs et à ce niveau-là pour les filles. Alors, évidemment, ça paraît très faible, 5 pour les mecs, 3 pour les filles, ça paraît très peu, seulement c'est largement suffisant. Il faut bien comprendre que c'est du rameur, ce n'est pas du deadlift à 150 kg qu'on vous demande de faire. Il y a beaucoup de répétitions, il y a du rythme, il y a de la durée, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas vouloir avoir à rencontrer une résistance trop importante. Donc cette roue-là vous permet de régler le facteur de résistance. Donc une fois que vous savez le facteur de résistance que vous devez utiliser, il va varier évidemment en fonction de l'effort, mais quoi qu'il en soit, cette roue vous sert à régler ce facteur de résistance. Ce facteur de résistance, pour définir quel est le facteur qui est adapté pour nous, je vais vous montrer un petit test. C'est programmé dans votre machine. On va voir ensemble qu'est-ce que la machine nous dit en termes de tests à faire. Donc ici, on est sur l'écran de mon Concept 2. Donc j'allume, évidemment. On est sur le premier écran, donc on a le petit tableau autre option. On rentre dedans, on a facteur de résistance. On rentre dedans. Et là, il nous dit ramer pour afficher le facteur de résistance. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, par exemple, j'ai fait mon test sur une résistance, un drag factor de 3. Il me dit que je suis qu'à 90. Donc étant donné que la moyenne se trouve entre 100 et 140, donc le score que vous devez afficher là doit être entre 100 et 140, là je suis trop bas. Donc pour être à 100, il faudrait que, vu que là j'étais à 3, il faudrait que je sois à peu près à 4, 4,5. Si je veux m'approcher des 140, il vaut mieux que je m'approche des 6 en termes de résistance. La question est, comment je choisis entre, du coup, le 4 ou le 6? Comment je peux le choisir? Plus vous allez avoir un effort long à faire, plus votre facteur doit être bas, tout simplement. Donc je veux ramer à 500 mètres, je vais m'approcher du 6, donc qui est ma fourchette haute. Je dois ramer longtemps, 5 km, je vais m'approcher de ma fourchette basse, donc qui serait le 4,5. Donc on va vérifier, je vais vérifier que je n'ai pas tort. Je vais le passer à 4,5, je vais ramer, je vais voir si je suis au-dessus de 100. On peut voir que là, j'ai ramé à 4,5, je suis à 109. Donc concrètement, généralement mes réglages vont se situer entre 4 et 5,5. J'aurais pas forcément besoin de monter plus haut que ça. Voilà. Donc je suis très loin du 10. Je suis très loin de ce que la plupart des pratiquants vont utiliser comme facteur de résistance.
Donc quand je vois des débutants qui font du crossfit depuis 2 mois et qui rament 2 km sur du 10, on est en fait, on n'a pas juste raté la cible de 5 cm, on l'a raté de 3 km. Donc vraiment, un réglage extrêmement simple, le test il est compris dans votre machine. Je répète la manip. Donc sur l'écran de départ, autres options, bouton tout en bas, facteur de résistance, bouton tout en haut. Ramer pour afficher le facteur de résistance, on rame 10 secondes. On règle notre résistance d'abord, on rame 10 secondes et la machine nous dit où est-ce qu'on en est. Pour les filles, essayez de trouver un niveau entre 100 et 120. Et pour les mecs, essayez plutôt de vous tenir autour des 115 à 140, en fonction du niveau d'effort que vous voulez cibler. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin toujours d'être sur des facteurs de résistance très très hauts, mais au contraire, la plupart du temps, il vaut mieux le diminuer pour avoir un mouvement qui soit plus fluide, plus dynamique, moins épuisant. Donc voilà un peu comment on règle son facteur de résistance. Ensuite, le prochain élément qu'on va vérifier, c'est le réglage des sangles de pied. Parce que là encore, il y a plusieurs niveaux. Il y a un cran qui va de 1 à 5. On va voir à quoi il sert. Donc on se place sur son rameur. On passe son pied dans la sangle. L'idée, c'est que la sangle, une fois bien tendue, elle couvre entre le deuxième et le premier lacet de la chaussure. Donc on a cette petite semelle, à ce petit pad, qui peut se régler de 1 à 5. Donc je vais le mettre par exemple sur 5. Je mets mon pied dedans, je serre ma sangle. Donc là on voit que la sangle, elle couvre le bout de mon pied et à peine mon premier lacet. Donc elle va un petit peu trop loin. Donc si je le mets sur 4, je le serre, elle couvre tout pile mon premier lacet. Donc là c'est déjà un placement qui est beaucoup plus judicieux. Après, personnellement, je la mets sur 3, pour la bonne et simple raison que quand je la mets sur 3, la sangle va couvrir le bout de mon premier lacet et le milieu de mon deuxième lacet. Donc c'est-à-dire que j'ai mon pied qui est relativement bien calé parce que personnellement j'utilise toute mon amplitude, donc mon talon se décolle, parce que oui, le talon doit se décoller quand on fait du rameur, on va le voir plus tard. Ce qui me permet finalement d'être bien attaché, bien sanglé, et de bien pouvoir profiter de cette amplitude que je peux récupérer, de ces 10 cm de mouvement supplémentaire que je peux récupérer en décollant le talon de 3 cm. Donc après, c'est une question de choix et d'aisance. Quoi qu'il en soit, votre sangle doit être entre le premier lacet, donc vraiment la pointe de la chaussure, et le deuxième lacet. Plus loin, vous immobilisez beaucoup trop votre pied. En plein milieu du pied, comme ça, je suis beaucoup trop immobilisé. A contrario, si elle est beaucoup plus haute, si elle est là, je ne suis pas assez maintenu. Donc c'est à ça que sert ce petit réglage. On a même de 0 à 6 finalement. Je ne les avais jamais vus pour vous dire à quel point ils servent. Vous avez plusieurs créneaux. Trouvez celui qui vous convient. Essayez avec votre pied et voyez qu'est-ce qui vous convient. Désolé, on ne voyait pas ma tête pendant cette explication, mais dans l'absolu, vous n'aviez pas besoin de la voir. Donc le pad est très facile à régler. Ça prend 30 secondes. Ajustez-le avant votre WOD par contre. Si vous êtes avec un partenaire, essayez de trouver un juste milieu. Si ça couvre son premier lacet, votre deuxième lacet, c'est très bien. Ça ira très bien pour les deux. Généralement, quand vous travaillez à deux, vous ne faites pas 10 km chacun. Bon. Donc c'est pas forcément très très grave si vous n'avez pas le réglage optimal pour vous ou pour lui. Essayez de trouver un juste milieu qui convient bien. Quoi qu'il en soit, tenez-en quand même compte. Réglez cette petite chose. Ça vous permet, tout simplement, vous allez le voir dans les explications techniques qu'on va donner ensuite. La manière dont vous allez placer votre pied va être assez déterminante dans la force que vous allez donner dans votre tirage. Pourquoi? Parce que le placement du pied va directement impacter la puissance que vous allez pouvoir générer dans vos mouvements de tirage et de pousser les jambes. Tout simplement parce qu'en fonction, il y a des fois où vous allez devoir décoller le talon, solliciter plus le quadriceps, donc il faudra que vos orteils soient bien maintenus, que vous puissiez pousser très fort dans la pointe de pied. Puis au moment où le talon va revenir percuter la sangle, il ne faut pas que vous ayez un problème de jeu, de placement, etc. Donc c'est assez important de régler ce petit pad, surtout que, encore une fois, ça prend très peu de temps. Ok, donc à présent, on va voir ensemble les différentes erreurs qu'on voit souvent en CrossFit et comment on les corrige. Alors, premier élément qui n'est pas vraiment une erreur, mais simplement une question plutôt de compréhension du mouvement, c'est ce qui se passe avec le talon. Certains disent qu'il ne faut pas décoller le talon, d'autres qu'il faut le décoller. Où est-ce qu'on se place? C'est relativement simple. Une fois que j'ai mes pieds placés dans les sangles,
La question de est-ce que je vais décoller le talon ou pas dépend en partie de la morphologie. Si vous êtes très trapu, vous n'aurez peut-être pas besoin de les décoller. Dans une grande majorité de cas, vous allez les décoller. Pourquoi? Même si j'essaie de garder mon dos droit, si je me laisse limiter par mon amplitude au niveau de la cheville, mon amplitude de tirage sera celle-ci. Voilà. Là, je ne décolle pas les talons, j'en suis à ce niveau-là. C'est déjà une bonne amplitude parce que j'ai les bras assez longs. Néanmoins, si j'accepte de décoller mes orteils, voilà tout ce que je gagne. Je récupère 10 cm, juste parce que j'ai décollé, pardon, non pas les orteils, mais le talon. J'ai décollé le talon de 3 cm, ça m'a fait gagner 10 cm d'amplitude sur l'allée. Donc imaginez que je dois ramer 5 km, imaginez le nombre de tirages que je vais devoir faire, imaginez le nombre de tirages que je gagne si j'ajoute 10 cm à chacun de mes tirages. C'est ni plus ni moins que ça la question de est-ce que je décolle le talon ou pas. C'est une question d'amplitude. Si vous êtes capable d'atteindre la pleine amplitude sans décoller les talons et sans avoir le dos complètement rond, alors non, ne les décollez pas. Néanmoins, je vous invite à regarder des experts de l'aviron faire des records du monde par exemple, vous allez voir que les talons se décollent dans une immense majorité de cas. Par contre, on décolle le talon pour se permettre d'aller chercher son tirage le plus loin possible. Néanmoins, dans cette phase-là, le début du tirage va s'amorcer par une poussée des cuisses. Donc j'ai le poids sur mes orteils, je déplie un peu les cuisses, et immédiatement, dès que je peux, je replaque mes talons fort dans le pad, et à ce moment-là, je commence à engager ma chaîne postérieure, et à me coucher vers l'arrière, pour pouvoir terminer, extension de hanche, jambes tendues. Mon dos commence à partir en arrière, et je termine avec les bras. Il faut bien comprendre que je peux, et même je dois, décoller les talons dans une immense majorité de cas. C'est pas pour rien que cette semelle est flexible, et que là devant ça ne bouge pas, mais là derrière ça soulève. Pourquoi ce serait le cas si ça n'a pas un intérêt? Pourquoi les mecs qui ont conçu le concept 2 auraient permis qu'on puisse décoller à ce niveau-là si ça ne servait à rien? Si c'était même déconseillé? Je le règle juste parce que je l'ai fait bouger. Donc ça a clairement un intérêt. Encore une fois, on est sur un mouvement assez particulier, on rame généralement à la distance, et même quand on rame à la calorie, le système de comptage de calories de votre ergomètre, donc de votre rameur, fonctionne exactement comme si vous ramiez à la distance. C'est juste qu'il convertit la distance en calories pour vous afficher une unité qui est différente. Mais le système de comptage est le même. Donc toutes les personnes qui pensent qu'on ne doit pas ramer de la même manière entre la distance et la calorie, ce n'est pas vrai. L'ergomètre le calcule de la même manière. Il n'y a aucun intérêt à essayer de faire une calorie par coup de rame si vous ramez beaucoup plus lentement que si vous ramiez à la distance. Parce qu'encore une fois, la machine va juste dire vous avez parcouru tant et tant de mètres, ok, ça fait tant et tant de calories. End of the story, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autres calculs qui sont pris en compte. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, n'essayez pas de changer votre technique de rame selon la calorie ou la distance, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, vu qu'on rame à la distance, finalement, dans une immense majorité de cas, vu que c'est la machine qui fait les calculs, est-ce que ça n'a pas un minimum d'importance d'aller pouvoir chercher ces 10 cm de plus en soulevant légèrement son talon de 2 cm ou 3? Encore une fois, plus vous allez faire de distance par coup de rame, plus vous allez pouvoir générer de puissance, plus vous allez parcourir de distance sur votre rameur, plus vous allez gagner de temps. Surtout qu'encore une fois, le fait de décoller mon talon ne m'empêche pas du tout d'être bien placé. Si je fais en sorte de garder le dos bien droit, la poitrine bien ouverte, je suis ici, si j'ai mes talons au sol, enfin si j'ai mes talons contre le pad, je les laisse se décoller, ma posture est toujours impeccable, seulement j'ai gagné quand même mes 10 cm. Je commence à pousser, je replaque mes talons, je donne de la vitesse. Il est clair que le moment où vous allez produire le plus de vitesse est le moment où votre talon revient s'ancrer sur le pad. C'est là que vous allez vraiment pouvoir pousser fort, comme lors d'un squat, et c'est là que vous allez donner de la vitesse. C'est sûr. Néanmoins, le fait de décoller vos talons vous permet simplement de récupérer un peu plus d'amplitude. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Je vous recommande vraiment de laisser vos talons se décoller dans la mesure où votre mouvement reste qualitatif. Ne décollez pas vos talons si c'est pour vous retrouver dans cette position qui ne ressemble pas à grand chose. Avec les genoux complètement à l'extérieur, vous êtes complètement voûté en avant, tout est arrondi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Néanmoins, ça peut vous permettre, comme moi encore une fois, dans une bonne posture, d'aller récupérer les 10 cm de plus qui vont faire pas mal de différence. Voici pour la question de je soulève le talon ou pas. Si j'ai besoin de le soulever pour atteindre la pleine amplitude, alors oui, je le soulève. Ni plus ni moins. Maintenant, une autre question qui peut revenir,
c'est durant mon tirage, jusqu'où je me penche en avant. Parce que finalement, est-ce qu'on va jusque-là ou pas? Bon, la réponse à cette question, elle se trouve, encore une fois, entre pieds et genoux. Généralement, on va considérer que je m'arrête avant que le genou passe les orteils. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, je me retrouve sur une position qui est assez désastreuse pour générer de la puissance. Donc j'essaye de m'arrêter à un axe où le genou et les orteils sont plus ou moins sur la même ligne droite. Si je trace un angle comme ça, finalement, les deux viennent rencontrer la même droite, à peu de choses près, et donc je peux m'arrêter à ce niveau-là. C'est une indication, encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Le mieux reste de trouver ce avec quoi vous êtes à l'aise. Encore une fois, aller trop loin signifie s'arrondir et signifie perdre pas mal de capacité à générer de la puissance et augmenter son risque de blessure. Donc il y a un juste milieu à trouver et généralement, c'est cet angle un petit peu orteil-genou dans le même alignement. Évidemment, l'alignement, il n'est pas par rapport au sol, il est par rapport à vos orteils. Donc là, l'alignement est assez similaire. Voilà, il est sur le même axe. Donc, ni plus ni moins, c'est un petit élément que vous pouvez prendre en compte pour essayer de trouver votre degré limite. Ce n'est pas une vérité absolue, chacun sera un peu différent, mais c'est un bon indicateur. Un indicateur qui a tendance à se vérifier très très souvent. Voilà par rapport à ça. Maintenant, par rapport à l'exécution du mouvement, c'est là qu'on va pas mal s'amuser parce que c'est là qu'il y a énormément d'erreurs. Alors, je vais vous montrer les deux techniques de rame que j'observe le plus souvent, en tout cas quand il y a des erreurs. Quand il y a des erreurs dans la technique de rame, voici les deux techniques que j'observe le plus souvent. Alors, il y a la technique façon squat. Dans cette manière-là, on a une personne qui fait de la presse à cuisse. Voilà. On n'a pas de pivot de la hanche, donc on ne se penche pas en avant pour aller utiliser justement ce premier mouvement-là pour récupérer le 10, 15, 20 cm d'amplitude. Et notre mouvement se termine là. Il n'y a à aucun moment l'utilisation de la chaîne postérieure et des hanches. On est sur du quadriceps, un peu de quadriceps, et un tout petit peu, minimum syndical, de quadriceps. Donc, c'est bien si vous voulez des gros jambons, c'est pas bien si vous voulez être un bon rameur. Première erreur, c'est celle-ci, c'est je squatte. Je squatte sur mon rameur. Je fais du squat sur mon rameur, je fais les cuisses sur mon rameur. C'est même plus de la presse à cuisse que du squat. La deuxième erreur, c'est l'exact opposé. C'est pourquoi avoir des jambes. Donc ça ressemble à ça. Donc dans cet exemple-là, on a un quart de squat, donc on a très peu d'utilisation de notre flexion de la jambe. Par contre, on utilise beaucoup la hanche, donc on penche beaucoup et on va loin dans l'extension. Dans un cas comme dans l'autre, il manque une partie du mouvement. Donc il manque une partie des très puissants groupes musculaires qui vont vous permettre de générer de la puissance dans le mouvement de rame. Le mouvement de rame est génial parce qu'il utilise à la fois la poussée des cuisses, l'extension de la hanche et la bascule du bassin. Donc on se penche, puis on s'incline dans l'autre sens, puis on contracte les fessiers. Donc cette extension de la hanche. Puis on a un tirage de bras. Bizarrement, le tirage de bras, personne n'oublie. Celui-là, tout le monde l'a compris. Mais par contre, au niveau hanche ou jambe, il manque souvent un élément. On a des personnes qui font du deadlift et il y a des personnes qui font du squat. Mais les personnes qui rament, elles sont un petit peu plus rares. Donc, on va voir ensemble comment corriger ça, parce qu'encore une fois, j'ironise pas mal quand je vous présente ces deux erreurs, sauf qu'elles sont très très courantes, et que tout simplement, en fonction de comment on est construit d'un point de vue morphologique, on est plus à l'aise sur les mouvements de type squat, ou plus à l'aise sur les mouvements de type deadlift. Et en fonction de cette aisance, on se contente de la retranscrire sur le rameur, parce que on n'a pas eu de prof d'aviron qui nous a expliqué qu'il fallait se placer comme ça, ou tout simplement parce qu'on va en fonction de comment on est à l'aise, tout simplement. Et donc ça peut impliquer des oublis ou des erreurs. Donc ce qu'on va voir, c'est comment corriger ces deux erreurs-là. Donc on va commencer, comme tout à l'heure, par la personne qui squatte, donc qui utilise beaucoup trop ses cuisses et pas assez ses hanches, son dos, sa chaîne postérieure. Alors quelques petits conseils génériques quand il s'agit de ramer. Premièrement, quand vous prenez votre poignet en main, il n'y a pas forcément besoin de l'agripper comme si vous vouliez arracher la tête d'un ours.
Vous pouvez simplement reposer vos mains dessus de cette manière-là. Vous pouvez la tenir avec le bout des doigts, vous pouvez la tenir avec la main un peu inclinée. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force de grippe sur comment ça s'appelle cette chose d'ailleurs? On va dire sur le guidon de votre rameur. Sur le guidon de votre rameur, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de force. Beaucoup de rameurs rament avec les doigts, les mains ouvertes, en tout cas sur de l'aviron indoor. Donc là, ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, le mouvement tel qu'on espère l'avoir, c'est pivot de la hanche, donc je m'incline, je décolle les talons, je fléchis le genou. Donc première étape, je pousse avec les cuisses jusqu'à ce que mes talons reviennent s'ancrer sur le pad. À ce moment-là, je commence à synchroniser extension de la jambe et extension de la hanche. Puis j'amorce les bras. Et il y a un moment, une phase la plus intéressante du mouvement de rame, c'est quand je combine ce déplié de la cuisse, cette bascule de la hanche et ce tirage des bras. J'ai les trois en même temps et c'est là que le mouvement devient très intéressant. Donc, encore une fois, c'est très dommage d'en oublier une partie. Donc, je récapitule, je penche en avant, bascule de la hanche, je décolle les orteils, flexion du genou, et à contrario, j'engage mes dorsaux là pour pouvoir garder mon pad dans la bonne direction. Je ne veux pas qu'il parte dans tous les sens, donc j'engage mes dorsaux, je gonfle poitrine pour pouvoir maintenir en place la poignée de mon rameur. Je commence à pousser sur mes orteils, pousser les cuisses. Très vite, mes talons viennent rencontrer le pad, et là, je commence à amorcer l'extension de la hanche. Donc, cuisse, hanche, bras. Cuisse, hanche, bras. Donc voici le mouvement qu'on souhaite avoir. C'est un mouvement qui demande pas mal de synchronisation, mais qui permet justement par l'intégration de gros groupes musculaires de générer énormément de puissance, ce qui rend cet appareil vraiment génial. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment donc corriger les erreurs les plus courantes. Donc l'erreur de la personne qui utilise trop ses cuisses. Donc on va tout simplement faire des éducatifs qui vont la forcer à solliciter plus sa bascule de la hanche et moins ses cuisses. Et on va enchaîner ça sous forme d'éducatif, comme je le fais assez régulièrement dans d'autres tutoriels. Donc on va commencer jambes tendues. Pas complètement tendues, genre verrouillé et béton, mais juste avec un léger relâchement au niveau du genou. Dans cette position, mon premier mouvement va être une simple bascule de la hanche, comme si je ramais. Donc j'incline pour étirer, bascule de la hanche, extension de la hanche, étirement, extension. Je fais 5 répétitions. Ensuite, je fais la même chose, mais en accompagnant les bras. Donc, bascule, tirage et bras. À nouveau 5 répétitions. On enchaîne les deux, évidemment. Le premier a pour vocation de nous forcer à n'utiliser que la bascule de la hanche pour pouvoir déplacer la manette. Ensuite, on intègre le tirage de bras pour pouvoir commencer à donner un petit peu de force dans le geste. Et une fois qu'on a fait 5 répétitions, juste la bascule du bassin, 5 répétitions, bascule du bassin plus tirage des bras, on fait 5 répétitions complètes, et complètes en intégrant la bascule du bassin, quitte à ralentir le mouvement pour pouvoir se focaliser dessus. Donc, si je récapitule l'enchaînement complet, donc je démarre jambes quasiment tendues, 5 bascules. Évidemment, on donne très peu de vitesse à notre rameur sur aussi peu d'amplitude. Ensuite, j'intègre les bras. Puis le mouvement complet. Donc cet enchaînement, l'idée c'est, premier exercice, forcer la bascule du bassin, parce qu'on ne peut faire que ça. Deuxième mouvement, forcer la bascule du bassin et réintégrer le tirage des bras. Troisième mouvement, intégrer le dernier élément, celui qu'on maîtrise le mieux, la flexion de la cuisse. Donc sur une personne qui a tendance à utiliser que ses cuisses, évidemment les cuisses on les fait rentrer en jeu en dernier. Parce qu'on veut justement automatiser le fait d'utiliser les autres partie de notre corps. Donc un excellent éducatif qui marche vraiment très bien. Pas besoin de mettre un gros facteur de résistance, restez bas dans la fourchette basse.
On est vraiment sur de l'application technique. 5 répétitions plus 5 répétitions plus 5 répétitions. Donc 5 répétitions uniquement la bascule. 5 répétitions bascule plus bras. 5 répétitions complètes. Faites le tout 3 ou 4 fois avant chaque séance de rameur. Et en quelques semaines, vous aurez compris comment ramer. Encore une fois, je ne suis pas ni prof d'aviron ni le meilleur rameur de tous les temps. Les conseils que je vous donne sont très génériques. Vont permettre de régler une majorité des problèmes. Arrive un moment où vous allez peut-être avoir besoin d'un coach plus qualifié dans le domaine de l'aviron. Il y en a plein en France. Je vous invite à en trouver si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, je vous donne des conseils qui sont sommaires. Je ne suis pas le meilleur rameur de tous les temps. Mais je pense que ces conseils-là vont déjà vous permettre de régler pas mal de problèmes. Bref. Cette petite interlude humilité pour me permettre de récupérer mon souffle et de vous montrer du coup l'éducatif inverse. Donc pour la personne qui utilise trop la bascule de la hanche et pas assez les cuisses. Donc cette fois-ci, on va faire exactement l'inverse. Donc on va pas basculer les hanches, mais uniquement se servir des cuisses dans un premier temps. 5 répétitions, façon presse à cuisse. Mon front ne bouge pas, je me sers juste des cuisses. Puis je fais cuisse-bras. Donc on voit que je ne vais pas jusqu'au bout de la partie étirement. Et ensuite, mouvement complet. Donc je cherche loin, je me sers des cuisses. Je cherche loin, je me sers des cuisses. Donc pour une personne, excusez-moi, j'essaie de parler plus vite, plus fort que le rameur. Pour une personne dont le défaut, c'est généralement d'armer peu ses cuisses et de faire beaucoup de bascules, l'idée ici, c'est d'interdire la bascule dans un premier temps pour se focaliser sur la cuisse, d'interdire dans un deuxième temps pour faire cuisse-bras. Donc juste cette partie-là du mouvement, avec un retour partiel, finalement, on ne revient pas jusque-là. On intègre moins cette fameuse bascule de la hanche, focaliser un peu plus sur la cuisse, et finalement on intègre le mouvement complet. Comme souvent, l'idée c'est de faire des éducatifs ciblés sur nos problèmes, puis de les intégrer dans le mouvement complet. Le but étant que nos corrections viennent s'intégrer sur le mouvement complet tel qu'on va le faire dans un WOD. Donc, je vous le remontre d'affilée, donc 5 plus 5 plus 5. 5 répétitions, juste les cuisses, 5 répétitions cuisses plus bras, et 5 répétitions complètes. Juste les cuisses. Et voici votre deuxième éducatif pour corriger le problème d'utilisation excessive de la bascule de la hanche et trop peu d'utilisation des cuisses. Même chose que l'autre, vous faites 5 répétitions plus 5 répétitions plus 5 répétitions par série de 3 ou 4 fois avant chaque séance de rameur et très rapidement le problème sera corrigé. Voilà, donc on a vu ensemble comment régler son rameur, comment connaître le facteur de résistance à utiliser, même si encore une fois les données que va vous donner le rameur est assez générique, il ne faut pas hésiter ensuite à faire des tests. Faites un 500 mètres avec facteur de résistance minimum qu'il vous a donné, ou légèrement au-dessus du minimum qu'il vous a donné, puis faites plusieurs tests. Certaines personnes seront plus à l'aise dans la fourchette haute, donc pour les mecs ça va être autour de 130 ou 140, pour les filles plutôt autour de 110-120, d'autres seront plus à l'aise sur les facteurs minimums. Ça a tendance à dépendre si vous êtes plus à l'aise sur les efforts type force, puissance. On va généralement aller chercher le drag factor le plus élevé, donc le facteur d'intensité le plus élevé. A contrario, si vous êtes plus fort en endurance, allez chercher celui qui est plus faible, tout simplement. C'est un bon indicateur, ce n'est pas une réponse absolue, mais ça vous guide déjà beaucoup dans votre choix. Voilà par rapport à ça. On a vu le réglage des sangles des pieds, il n'y a rien de compliqué. On a vu aussi la question de soulever le talon ou pas, ça dépendra pas mal de votre morphologie, dès ce que le geste est maîtrisé ou non et de votre mobilité. Quoi qu'il en soit, une fois que vous êtes suffisamment mobile et que vous avez compris comment ramer, il faudra dans une grande majorité de cas accepter que le talon se décolle
juste finalement sur les premiers 10 cm du mouvement, ceux qui vont vous permettre en fait d'aller chercher un peu plus d'étirement, tout simplement. Ça ne sert vraiment qu'à ça, ça ne donne pas plus de puissance, pas plus de vitesse, ça ne développe pas les mollets. Par contre, ça vous permet juste de récupérer un peu plus d'amplitude, ce qui ne va pas changer grand-chose quand vous faites 10 cales, mais qui va changer énormément quand vous faites 5 km. Parce que tout simplement, 10 cm, plus 10 cm, plus 10 cm, plus 10 cm, sur 700 ou 800 coups de rame, ça change énormément. Voilà donc par rapport à ça. Ensuite, on a vu donc nos corrections en fonction de est-ce que vous utilisez trop vos cuisses ou trop vos hanches lorsque vous ramez. Rien de très compliqué. Le rameur, cet outil-là est juste génial. Le mouvement de rame est génial parce qu'encore une fois, il y a un moment où on se retrouve à combiner une extension de la jambe, de la cuisse, une extension de la hanche et une flexion des bras. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement complet, qui intègre énormément de masse musculaire, qui permet de développer à la fois énormément de puissance. Si on met un drag factor élevé sur des intervalles courts, avec beaucoup de temps de repos, c'est génial pour développer la puissance sous forme de sprint. A contrario, si on part sur des durées plus longues, un drag factor plus faible, un mouvement beaucoup plus fluide, ça peut être un excellent moyen de développer un excellent cardio, tout simplement. C'est probablement le meilleur outil, même si aujourd'hui on travaille beaucoup plus sur de la slow bike, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit de plus efficace que cette machine-là, à part peut-être de courir. Encore que la course étant plus traumatisante, ça peut être remis en question, mais là n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aidera, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like sur la vidéo, partagez-la si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous. Si vous avez des commentaires, des observations, des critiques à me faire, si possible constructives, pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer pour que ces vidéos soient plus claires ou plus utiles pour vous, n'hésitez pas, je suis preneur de tout conseil, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui prennent quelques secondes pour me dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils viennent de visionner. Donc, merci à tous ceux qui prendront le temps d'eux. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, elle était un petit peu longue, j'ai eu pas mal de choses à dire. Quoi qu'il en soit, merci encore et je vous dis à très bientôt sur UCP.